mes chers collègues, nous allons tout d'abord, en premier lieu, procéder à la nomination d'un rapporteur sur le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, dont nous nous sommes saisis pour avis. Je suis saisie pour cette mission de rapporteur de la candidature de Madame Marina Ferrari. Et s'il n'y a pas d'opposition, je regarde dans la salle, je n'en vois pas, il en est ainsi décidé. Ensuite, juste vous signaler que par courrier, en date du 9 janvier dernier, la Première ministre a demandé à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de bien vouloir solliciter l'avis de la commission compétente sur le projet de nomination par le Président de la République de M. Robert Ophèle comme président de l'autorité des normes comptables. Et je salue ici votre présence, M. Ophèle. M. Patrick de Cambourg, en effet, qui avait été renouvelé dans ses fonctions de président de l'autorité des normes comptables par un décret du 3 mars 2021 pour un mandat de 6 ans, a démissionné de son mandat en novembre dernier. Il convenait donc qu'il soit remplacé, et c'est pourquoi nous sommes saisis de la proposition de nomination de M. Robert Ophèle. M. Robert Ophèle, il revient donc à la Commission des finances de vous entendre ce matin, afin que vous puissiez être au Sénat en fin de matinée. Je précise que, conformément à l'usage, vous avez reçu de la part de la rapporteure sur votre nomination, Madame Marina Ferrari, un questionnaire écrit auquel vous avez bien voulu répondre. Les réponses ont ainsi été communiquées au commissaire. Votre audition sera par ailleurs suivie d'un vote. Et en application du 4e alinéa de l'article 29.1 du règlement de notre Assemblée, ce scrutin est secret et aura lieu hors votre présence. Il sera suivi d'un dépouillement du scrutin en fin de matinée, une fois, et c'est l'usage, que le Sénat aura également procédé à votre audition. Maintenant, Monsieur Ophèle, vous avez la parole. Merci infiniment, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Le Président de la République m'a en effet pressenti pour présider l'autorité des normes comptables à la suite de Patrick de Cambourg, qui préside désormais le nouveau collège de rapportage. Vous m'autoriserez à utiliser le terme, l'anglicisme de reporting dans la suite de mon intervention. Donc ce collège de reporting de durabilité de l'EFRAG, cette association qui, au-delà des travaux habituels concernant l'homologation des normes internationales en matière de comptabilité financière, propose désormais à la Commission européenne les standards techniques de la communication en matière de durabilité dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle directive CSRD. Cette commission des finances, comme vous l'avez mentionné, avait auditionné Patrick de Cambourg il y a 2 ans dans le cadre de son renouvellement à la présidence de l'ANC. Je peux vous indiquer que ma présidence, si vous la confirmez, s'inscrira dans la continuité de ce que Patrick de Cambourg vous avait alors présenté. Je voudrais ce matin évoquer d'abord les missions de l'ANC, les défis qu'elle doit relever, indiquer ensuite comment elle pourrait le faire et enfin vous donner quelques brefs éléments sur mes qualifications éventuelles pour y contribuer. L'autorité des normes comptables est une autorité jeune puisqu'elle a été créée par ordonnance de janvier 2009, issue de la fusion entre le Conseil national de la comptabilité et du comité de la réglementation comptable. Il lui a alors été donné, je dirais, 3 grandes missions. D'abord, établir sous forme de règlement les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation légale d'établir des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée et donner un avis sur toute disposition législative ou réglementaire contenant des mesures de nature comptable applicables à ces mêmes personnes. Deuxième grande mission, émettre de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes comptables internationales. Normes nationales, première mission, normes internationales dans la seconde. Et enfin, une troisième mission,
veiller à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits en matière comptable et proposer toute mesure dans ces domaines, notamment sous forme d'études et de recommandations. Il s'agit de la recherche en matière de comptabilité. La montée en puissance des informations extra-financières à fournir et leur normalisation progressive sous l'appellation d'informations de durabilité ont conduit l'ANC à couvrir ce domaine très complémentaire des informations financières. De même que la fondation IFRS au niveau international a désormais 2 jambes, l'IASB et l'ISSB, que l'EFRAG au niveau européen a un Financial Reporting Board, comptabilité financière, et un Sustainability Reporting Board, reporting de durabilité, l'ANC a créé, à la demande du ministre, en 2022, un comité sur l'information de durabilité. La transposition de la directive CSRD donne l'opportunité, je crois, d'inscrire cette mission dans la loi. J'y reviendrai. L'ANC, c'est d'abord, ne nous y trompons pas, le normalisateur comptable français pour les quelques 5 millions d'entités qui suivent les normes nationales pour établir leurs comptes sociaux. Et le dynamisme dans l'exercice de cette mission fonde sa légitimité au-delà même de ce cadre national. Au-delà du travail que j'appellerais courant d'actualisation des normes françaises en fonction des nouveaux instruments, des nouvelles circonstances, la question se pose de poursuivre, de conclure ou d'engager des travaux plus ambitieux. Je pense à certaines approches sectorielles, par exemple dans les secteurs financiers, de banque et d'assurance, et surtout d'assurance, pour qui les normes françaises sont anciennes. Je pense également au développement d'une approche plus principielle du plan comptable général, plan dont la constitution a fait l'objet d'un travail très important, mais qui a été fait à règle constante et dont on mesure les limites normatives lorsqu'on le compare aux approches internationales. Ce travail a été bien engagé par l'ANC, mais les débats autour de la notion de chiffre d'affaires illustrent la difficulté d'une telle démarche, avec notamment la nécessité de surmonter les difficultés qui sont liées à la nécessaire cohérence entre l'approche comptable et l'approche fiscale. On le sait, le système français est moniste. Ce sont des comptes sociaux qui constituent la base de détermination du résultat imposable des entreprises. Et en traduisant la réalité économique de l'activité de l'entité, les normes comptables ne devraient pas conduire à des divergences significatives avec l'approche fiscale. Renforcer la connexion fiscalo-comptable doit donc rester un axe de travail majeur pour l'autorité, mais une telle démarche ne peut être fructueuse qu'en réunissant toutes les parties prenantes, l'administration fiscale, mais aussi les entreprises, des plus petites, très attachées à une convergence et à une stabilité à des fins de sécurité juridique et de simplification, aux plus grandes, qui établissent, elles, leurs comptes consolidés selon le référentiel comptable international de l'IASB et qui recherchent plutôt une convergence entre les règles applicables à leurs comptes annuels, leurs comptes sociaux, et ceux avec les comptes consolidés, parce que, là aussi, à des fins de simplification opérationnelle. Mais simplification ne signifie pas la même chose pour une petite entreprise et une très grande. Cela me conduit naturellement à évoquer ces normes internationales qui s'appliquent obligatoirement aux comptes consolidés des entreprises de l'Union qui sont cotées sur un marché réglementé. Cela représente environ 500 entreprises en France. Je citais 5 millions 500. 5 millions pour les normes nationales, 500 pour les normes internationales au niveau consolidé. L'Union a en effet décidé de ne pas développer ses propres normes, mais de retenir les normes de l'IASB, qui sont donc intégrées dans le cadre réglementaire européen et français, après une procédure d'homologation qui se fait sur avis de l'EFRAG et peut exceptionnellement se traduire par l'introduction d'options alternatives spécifiquement européennes. Ce fut le cas récemment pour la norme IFRS 17 sur les contrats d'assurance, avec la faculté, on appelle ça un carve-out, de ne pas retenir, pour certains contrats, une approche en cohorte annuelle qui met à mal le principe de mutualisation des risques qui fonde le système d'assurance français. Le challenge pour l'ANC est donc d'être efficace le plus en amont possible via un dialogue nourri avec l'IASB, mais notre force de conviction est naturellement d'autant plus forte que nos positions sont partagées par nos partenaires européens, puisque, in fine, l'Union européenne est en fait le principal utilisateur de ces normes internationales.
Les débats au sein de l'EFRAG sont donc essentiels pour peser sur l'élaboration des normes internationales de l'IASB et éviter d'avoir à s'engager dans la voie toujours délicate d'un carve-out. Or, si on peut considérer qu'en matière de normes comptables internationales, l'essentiel a déjà été fait ou est clôturé, je pense en particulier au débat sur l'amortissement des survaleurs, qui a été une nouvelle fois cet amortissement écarté. Des dossiers sensibles restent en cours. Ainsi, la présentation des états financiers eux-mêmes va relever d'une norme qui est en cours de finalisation à l'IASB. De même, le renforcement des informations à fournir dans le cadre des tests de dépréciation est à l'étude et fait suite d'une certaine manière à l'abandon de l'idée d'introduire un amortissement des survaleurs que j'évoquais à l'instant. Et puis, il y a les revues périodiques à venir sur des normes récemment mises en œuvre qui, sans être porteuses de changements majeurs, ces revues, eh bien, elles appellent une attention soutenue, que ce soit la norme sur le chiffre d'affaires, c'est IFRS 15, ou sur les contrats de location, c'est IFRS 16. Dans tous ces travaux, nous devons bien entendu favoriser la pertinence de l'approche et promouvoir la qualité de l'information donnée aux tiers, mais il faut également mesurer l'incidence de la norme sur la compétitivité de nos acteurs économiques. L'approche de la Fondation IFRS privilégie souvent les investisseurs, j'allais dire les marchés, en leur procurant des informations très détaillées, le plus détaillées possible. L'approche américaine est paradoxalement plus mesurée. Il peut donc y avoir un déséquilibre concurrentiel avec des niveaux hétérogènes de détails sur les informations concernant la marche des affaires. Il convient donc d'être vigilant pour garder le bon équilibre et éviter de rendre public de façon inappropriée des informations commercialement ou juridiquement sensibles. Nous devons désormais traiter le sujet nouveau et lourd de la normalisation extra-financière dans le cadre de la directive CSRD et des travaux de l'ISSB au niveau international, le pendant de l'IASB au sein de la Fondation IFRS. Les défis sont particulièrement nombreux dans ce domaine. D'abord, il faut finaliser le cadre normatif européen et assurer sa bonne déclinaison en France. Ensuite, assurer au minimum sa compatibilité avec les normes internationales et avec les normes nationales de nos principaux partenaires de pays tiers. Je vais revenir brièvement sur ces deux dimensions. Comme vous le savez, la France a joué un rôle moteur pour développer une normalisation européenne ambitieuse dans ce domaine. Et de fait, elle permet de couvrir clairement et de façon homogène en Europe les trois champs environnement, social, gouvernance, là où certains se limitent encore à l'environnement, voire au climat. Elle a aussi une dimension prospective, puisqu'il est demandé une description des objectifs assortis d'échéances que s'est fixée l'entreprise en matière de durabilité. Elle prend en compte pour l'environnement, mais aussi pour le social, le concept de double matérialité, à savoir matérialité financière et matérialité d'impact, et ce, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire au-delà du périmètre de la comptabilité financière de l'entreprise ou du groupe. Elle couvre donc les besoins de l'ensemble des parties prenantes et pas seulement celles intéressées sur les risques pesant sur la valeur de l'entreprise. Elle a également un périmètre qui va au-delà des entités d'intérêt public, les EIP, qui sont en gros les sociétés cotées sur un marché réglementé, les banques et les assurances, car elle couvre l'ensemble des grandes entreprises au sens des définitions européennes. Et au sens des définitions européennes, les grandes entreprises, c'est souvent pas très gros. Pour simplifier, ce sont celles dont les effectifs moyens annuels sont plus de 250 personnes. Là, on est, par exemple, en France, entre 8 000 et 9 000 entités. Cela permet de couvrir donc une très large part de nos activités économiques et ne constitue pas une incitation supplémentaire pour les sociétés à se retirer des marchés réglementés. Que vous y soyez ou que vous n'y soyez pas, eh bien, vous aurez le même reporting à effectuer. Elle prévoit aussi, cette directive, un mécanisme d'assurance, d'audit, sur les informations de durabilité. Certes, dans une première étape, ce ne sera qu'une assurance que l'on appelle limitée, mais l'étape de l'assurance raisonnable est d'ores et déjà prévue et tout cela sera encadré dans l'Union de façon homogène. Enfin, cette directive a une dimension extraterritoriale en imposant les règles de l'Union aux entités de pays tiers qui ont une activité significative dans l'Union.
Cette directive avait fait l'objet d'un accord en trilogue sous présidence française. Elle a été publiée au journal officiel de l'Union le 16 décembre et de nombreuses diligences restent encore nécessaires pour en assurer la bonne mise en œuvre. Et je dirais que c'est relativement urgent puisque la nouvelle réglementation modifie les obligations de reporting dès les comptes de l'année 2024 pour les sociétés qui sont déjà couvertes aujourd'hui par l'obligation d'établir ce qu'on appelle la DPEF, à savoir les entités d'intérêt public ayant plus de 500 employés. On tombera sur toutes les entreprises au-delà de 250 l'année qui suivra. Les diligences réglementaires nécessaires pour la mise en œuvre de cette réglementation sont de deux ordres. Transposition de la directive dans les 27 ordres juridiques nationaux et différents textes d'application à prendre au niveau européen, ce qu'on a coutume d'appeler le niveau 2 de l'ordre juridique de l'Union. Pour que les entreprises puissent se mettre en ordre de marche, il faut donc que les États membres aient transposé cette directive. Sachant que la réglementation donc s'applique rapidement et que l'effort d'adaptation qui est demandé aux entreprises est très significatif, il est souhaitable que cette transposition se fasse le plus rapidement possible. C'est un des objets du projet de DADDUE dont vous êtes saisi avec un article 8 qui habiliterait le gouvernement à transposer par ordonnance cette directive d'ici la fin de l'année. Mais afin que ce dispositif puisse se déployer convenablement, la Commission doit également préciser un certain nombre d'éléments par des actes délégués. La plupart de ces actes délégués, qui constituent en fait la normalisation opérationnelle en matière de durabilité, seront pris sur proposition de l'EFRAG et après avis d'un certain nombre d'entités, dont les 3 entités sectorielles, EBA, ESMA et IOPA. Tous ces actes délégués doivent être pris avant le 30 juin 2024, avec une première étape majeure au 30 juin de cette année. L'EFRAG a ainsi livré à la Commission 12 projets de normes couvrant tous les aspects nécessaires pour la mise en œuvre de la directive sur l'exercice 2024. Il reste à fournir des normes sectorielles, les normes concernant les PME et les normes pour les établissements de pays tiers. Cet effort de normalisation est considérable et mobilisera les forces vives de la place, notamment lorsqu'il s'appliquera à l'ensemble de ces grandes entreprises. Et qu'il conviendra d'avoir des rapports d'assurance modérés puis raisonnables par des auditeurs externes. Nombre de nos entreprises ont une activité qui dépasse le périmètre de l'Union. Il importe donc que ces normes soient compatibles et proportionnées avec celles qui peuvent être imposées dans d'autres juridictions pour éviter qu'il y ait des approches multiples et assurer une concurrence équilibrée. Cela passe d'abord par la compatibilité et la proportionnalité avec les normes internationales en cours d'élaboration au niveau de l'ISSB que j'évoquais tout à l'heure. Les premières normes sur le climat sont attendues pour la fin mars de la part de l'ISSB. Mais en fait, la compatibilité sera mesurée avec les approches qui seront retenues par les autorités nationales des pays tiers qui adopteront ou pas ces normes internationales et pour certaines développeront leur propre jeu de normes. Je pense en particulier aux États-Unis. Les États-Unis ne reprennent jamais les normes internationales. Ils appellent leurs propres normes. Le sujet est d'autant plus sensible que la réciproque n'est pas vraie. CSRD prévoit en effet une possibilité d'équivalence avec des régimes de pays tiers en matière de durabilité, mais cette équivalence ne peut être reconnue que si ces normes de pays tiers couvrent à la fois les 3 facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et si ces normes respectent le principe de double matérialité que j'évoquais tout à l'heure. Autant dire que ni les normes ISSB, ni les normes envisagées aux États-Unis nous pourront être reconnus de ce point de vue-là. Comment relever tous ces défis ? La clé me semble être d'abord de bien structurer l'organisation de la place pour élaborer des positions argumentées, mesurer les conséquences des diverses options, mettre en évidence les difficultés d'application, proposer les clarifications utiles. L'ANC est le lieu d'échange privilégié entre les entreprises et leurs parties prenantes. Tout particulièrement, bien entendu, les experts comptables et les commissaires aux comptes, mais pas que. Il s'agit ensuite d'assurer une fluidité de nos échanges avec nos partenaires de l'Union et des pays tiers afin de comprendre leur approche et mettre en évidence des alignements d'intérêts. L'ANC est une entité de taille réduite avec une vingtaine d'agents. Elle n'est efficace que si elle peut mobiliser toutes les forces vives de la place autour de ses priorités.
Sa structure actuelle, avec le collège, 2 commissions, normes privées et normes internationales, un forum d'application des normes comptables internationales, un comité sur l'information de durabilité et ces divers groupes de travail sur des sujets ciblés, ce sont ces outils pour organiser une telle mobilisation, ainsi qu'à aussi les participations que nous avons, participations croisées avec les travaux des autres autorités de la place, l'AMF et la CPR en particulier. Tout ça doit permettre de renforcer la cohérence des approches. Pour poursuivre et amplifier cette dynamique, je crois qu'il faut d'abord disposer effectivement de cette équipe permanente d'experts de haut niveau, capable d'animer les groupes de travail et d'interagir avec les partenaires de l'Union et des pays tiers. Les 20 agents que j'évoquais constituent un minimum de ce point de vue. Il nous faut également dépasser le cercle des très grandes entreprises, car on le voit, s'agissant des normes françaises ou des reportings de durabilité, le périmètre des sociétés concernées est très vaste. Il va très au-delà de ces très grandes entreprises. Il nous faut une coordination très forte entre les autorités nationales, y compris l'administration fiscale, pour limiter au maximum les demandes reconventionnelles et les approches parallèles. Les informations fournies sur les états comptables et le reporting de durabilité doivent permettre de couvrir la quasi-totalité des besoins. Il nous faut également soutenir la recherche comptable. C'est une des missions de l'ANC et il faut être ambitieux dans ce domaine, car notamment au niveau international, c'est en s'appuyant sur une recherche de qualité qu'on gagne le débat d'idées. Il nous faut ancrer dans la loi la mission de l'ANC, je crois, concernant les normes d'information de durabilité des entreprises qui résultent aujourd'hui du courrier du ministre que j'évoquais. Cela permettra d'asseoir l'autorité de l'ANC dans ce secteur qui va structurer les travaux de tout l'écosystème et étroitement lié, en fait, aux normes comptables. Je pourrais y revenir si vous le voulez. Il nous faut enfin élaborer un nouveau plan stratégique détaillé sur nos priorités pour les 3 prochaines années. Je m'y attacherai avec le nouveau collège si vous confirmez ma nomination. Je vais être très bref sur mes qualités pour assurer la présidence de l'ANC, être à la hauteur des enjeux que je viens d'évoquer. Je laisserai la rapporteure de l'évoquer. L'intégralité de mon parcours professionnel a été réalisée dans le secteur public. J'ai rejoint la Banque de France immédiatement à la fin de mes études, qui était un diplôme de l'ESSEC et un diplôme d'études comptables supérieures, en février 1981. Et je l'ai quitté en août 2017 pour rejoindre l'autorité des marchés financiers et en assurer la présidence avec un mandat de 5 ans non renouvelable. Sans être un professionnel de la comptabilité, j'ai accumulé, je crois, au cours de ma carrière, quelques connaissances et eu au cours de ces 10 dernières années des interactions très fréquentes avec l'ANC. En gros, j'ai passé 8 ans au contrôle des institutions financières, début de carrière dans le contrôle sur place des banques, puis en tant que sous-gouverneur, président de la CPR pour le compte du gouverneur. Ça a conduit à traiter de nombreuses questions comptables, surtout sur la comptabilité des établissements de crédit, un peu sur la comptabilité aussi des assureurs. J'ai passé une dizaine d'années à la direction financière de la banque, à une époque où nous avons normalisé les traitements comptables de l'Institut d'émission, introduit la certification de nos comptes, réformé notre système de retraite en mettant en place un suivi rigoureux de l'engagement de retraite sur la base des normes internationales IAS 19 en l'espèce, et la normalisation de la comptabilité de la banque est d'ailleurs passée par l'élaboration d'une approche comptable commune entre les banques centrales de l'eurosystème, afin de permettre notamment le partage du revenu monétaire associé aux missions de banque centrale, le suivi de la liquidité bancaire au niveau de la zone et l'établissement d'une situation comptable combinée des membres de l'eurosystème. C'est moi j'ai conduit ces travaux pour le compte de la Banque de France. 5 années à la présidence de l'AMF m'ont plongé dans la communication financière des émetteurs de titres, donc essentiellement sur la base des normes IFRS à l'AMF ou à l'ESMA, à l'AEMF au niveau européen, ainsi que sur la communication financière dans ces 2 instances, mais aussi dans l'instance internationale des superviseurs de marché qui est l'OICV-IOSCO, qui s'est finalement, avec retard, mais de façon résolue, saisi du sujet en 2019. Nous avons eu des travaux beaucoup sur la communication extra-financière à l'AMF, qui a ainsi participé, comme l'ANC, aux diverses consultations sur le sujet. Les interactions entre l'AMF et l'ANC sont également nourries pour traiter de façon cohérente des sujets plus ciblés. Je pense à la comptabilisation des cryptoactifs,
Je pense à la comptabilisation des actions ou parts d'OPCVM monétaires comme étant des équivalents de trésorerie. Je pense aux règles comptables des OPCVM que doivent suivre les sociétés de gestion. Voilà des sujets qui ont été traités au cours de ces 5 dernières années. S'agissant de ma capacité à fédérer la place, à présider des entités, à nouer des alliances internationales, j'ai participé à de multiples comités et conseils internationaux pour y représenter mon institution. J'ai co-présidé le comité national CEPA, le Financial Stability Engagement Group de l'OICV. J'ai présidé le comité central d'entreprise de la Banque de France pour la compte de gouverneur. À l'époque, ça s'appelait CCE, maintenant, c'est changé. Et donc la CPR également. J'ai présidé l'AMF et divers comités permanents de l'ESMA traitant des questions de marché. Je finis par là parce que je souhaite profiter pour faire un appel. J'assure aujourd'hui la responsabilité du projet français de candidature de Paris pour accueillir la future autorité européenne de lutte contre le blanchiment, l'AMLA. Et si je peux prendre cette opportunité, vous pouvez être un relais auprès de vos collègues de députés européens de s'emparer de ce sujet. La création de l'AMLA est déterminante dans la question de lutte contre la criminalité dans l'Union. Et donc, c'est un sujet, je crois, majeur. Il faut que cela débouche rapidement et de façon ambitieuse. Je m'arrête. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Hoffel, pour nous avoir présenté, je dirais, la réglementation, l'évolution également, tout le sujet des transpositions, qu'il s'agisse des informations financières et de l'évolution également en matière d'informations extra-financières, notamment avec les normes sur le climat que vous avez abordées. Avant de donner la parole à Madame la rapporteure, quelques questions que je voudrais évoquer. Une première sur le règlement européen sur les marchés des crypto-monnaies, ou MiCA, qui a fait l'objet d'une transposition via le projet de loi DADU, que nous avons examiné la semaine dernière ici et voté hier soir dans l'hémicycle en séance publique. Est-ce que cette réglementation, finalement, vous paraît suffisante dans le contexte de faillite dans certains secteurs, FTX, Genesis? Et une deuxième question de nature complètement différente, sur le taux de collecte de la contribution des entreprises qui est consacrée au financement des actions internationales et de recherche de l'autorité des normes comptables, malgré une progression de 7,5 points en un an. Cette contribution était encore de seulement 72,5% en 2021, et quelles actions pourraient permettre d'atteindre un taux de collecte plus satisfaisant? Et une dernière question, puisque vous avez évoqué, je dirais, les experts comptables et les commissaires aux comptes. Donc, je suis un petit faible ayant exercé pendant une trentaine d'années ces deux métiers. Quel est le niveau aujourd'hui de relations avec le Haut Conseil du commissariat aux comptes, qui est finalement une autorité publique indépendante, qui est le régulateur de la profession des commissaires aux comptes, qui est chargé d'appliquer finalement ou de veiller à l'application de ces normes comptables? Voilà ces trois questions. Avant de vous permettre de répondre, je vais donner la parole à Madame Marina Ferrari, rapporteure sur cette nomination. Non, c'est bon? D'accord. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le sous-gouverneur honoraire de la Banque de France, mes chers collègues. Alors, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Monsieur Hoffel et de vous entendre, ainsi qu'il vient d'être rappelé par Madame la Présidente, aux fins d'autoriser votre nomination à la présidence du Collège de l'autorité des normes comptables, telle qu'envisagée par le Président de la République. Je vous rappelle que cette audition et le scrutin qui la suivra sont placés sous le régime de l'article 13 de la Constitution et des deux lois organiques et ordinaires du 23 juillet 2010. Je vous remercie d'avoir répondu préalablement par écrit aux questions que je vous avais adressées. Vos réponses ont été transmises aux membres de la commission. De ce premier retour et de votre propos liminaire qui a été fourni et complet, je retiens qu'après 40 ans de carrière dans les principales institutions économiques et financières, ainsi qu'au travers de votre participation à environ, vous nous l'avez dit et rappelé, 300 réunions en lien avec l'ANC, vous avez manifestement les qualités et les connaissances requises pour exercer les responsabilités qui vous sont proposées. Vous le savez, ces responsabilités sont importantes tant les missions principales de l'ANC sont techniques et de portée large, vous les avez rappelées. Je citerai 3 exemples récents de travaux produits. Le projet de règlement modifiant le plan comptable général
en vue de moderniser les états financiers et la nomenclature, qui vient d'être adopté et qui a nécessité un énorme travail. Les corrections apportées au cadre applicable à certains baux des organismes de foncier solidaire ou la remise d'avis portant sur la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, dite loi séparatisme, qui implique des mesures de nature comptable que vous avez dû évaluer, comme l'exigence que l'ANC a dû évaluer, comme l'exigence d'une tenue par les personnes morales de droit privé à but non lucratif d'un État séparé des avantages et ressources qui leur proviennent de l'étranger. L'ANC est une structure reconnue, mais je note dans vos réponses quelques points de vigilance sur lesquels notre attention doit être appelée. Certaines professions ont pu ou ont toujours tendance à moins reconnaître l'ANC que la majorité des entreprises françaises et que les autorités européennes équivalentes. Ces moyens sont limités, vous l'avez rappelé, à 20 agents, mais 17 équivalents temps plein actuellement, du fait de difficultés de recrutement, notamment sur les postes techniques. Son modèle repose largement sur la mobilisation gracieuse de plusieurs dizaines d'experts, issus des secteurs publics comme privés. Alors ma première question sera, Monsieur Hoffel, comment envisagez-vous, si vous êtes nommé, d'apporter une reconnaissance plus importante à l'ANC, de contribuer à améliorer son attractivité? Vous nous avez parlé notamment, évoqué le fait d'asseoir dans la loi davantage l'ANC. Par ailleurs, j'aurais 4 questions complémentaires à vous poser, que vous avez d'ailleurs déjà plus ou moins évoquées. Vous nous avez indiqué dans vos réponses que certaines approches sectorielles dont il reviendrait à l'ANC de se saisir, je vous cite, restent encore à réaliser, et avez donné en exemple le secteur de l'assurance. Pouvez-vous nous détailler un peu plus votre constat sur l'appropriation lacunaire des questions assurantielles par l'ANC et indiquer vos priorités d'action en la matière? En quoi consiste l'exception sur les contrats d'assurance, le fameux carve-out que vous nous avez, en patois savoyard si j'ose dire, que vous nous avez évoqué, l'ANC ayant obtenu au niveau européen une dérogation, et en quoi évite-t-elle de mettre à mal le principe de mutualisation? Vous avez également évoqué brièvement, selon vous, moi j'ai trouvé que vous aviez déjà été complet, les évolutions de l'information extra-financière des entreprises. Comment l'ANC pourrait-elle accompagner le renforcement de la réflexion et du reporting pour ce qui concerne les enjeux sociaux et environnementaux qui constituent de plus en plus, on le voit, des flux d'épargne et d'investissement? Qu'attendez-vous de votre participation ès-qualité aux réunions du Conseil de normalisation des comptes publics? Et enfin, selon vous, quelle forme l'intervention de l'ANC dans le domaine de la recherche doit-elle prendre à l'avenir? Je vous remercie par avance de vos réponses, Monsieur Hoffel, et tenais à ajouter à l'attention de mes collègues que, compte tenu de votre expérience variée et riche, entièrement réalisée dans le secteur public et bien qu'essentiellement orientée en finance, votre profil me semble parfaitement adapté pour répondre à la diversité des sujets adressés à l'ANC. Madame la Présidente, vous l'aurez compris, j'émettrai un avis favorable à la nomination de Monsieur Hoffel, telle que proposée par le Président de la République, et je vous en remercie. Très bien, merci beaucoup Madame la rapporteure pour ces éléments. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur le rapporteur général. Merci Madame la Présidente. Monsieur Hoffel, Madame la rapporteure, Monsieur Hoffel, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai trois questions rapides. Dans le cadre de la normalisation internationale, comment envisagez-vous l'équilibre entre l'harmonisation et la préservation des spécificités françaises? Et souscrivez-vous à l'objectif de maintenir une forme de diversité culturelle comptable, selon l'expression employée par votre prédécesseur? Est-ce que c'est toujours d'actualité à un moment où l'impôt minimum international est en train de se mettre en place, à un moment où on veut lutter de manière plus efficace contre la fraude et assurer la compétitivité mondiale, et à un moment où on veut aussi élargir les normes extra-financières? Vous en avez parlé tout à l'heure. Deuxième question, quelles sont vos ambitions pour la recherche comptable, qui constitue une des missions à l'ANC pour le législateur? Et puis, en 2021, le ministre de l'économie a chargé l'ANC d'une nouvelle fonction, celle de coordonner la contribution française aux normes internationales d'information de durabilité des entreprises. Quel bilan pouvez-vous tirer de la mise en œuvre de cette mission et de la mise en place d'un comité ad hoc au sein de l'ANC? Merci beaucoup. Merci, Monsieur le rapporteur général. Donc, Monsieur Hoffel, je vous donne la parole pour déjà ces premières questions. Merci beaucoup pour ces questions et ces observations et ces conclusions. Je vais commencer, Madame la Présidente, par le problème des cryptos, qui est un peu à la marge de mes futures missions, mais qui m'interpelle au titre de mes anciennes missions, bien entendu. Le projet MICA a été élaboré, je dirais, et finalisé avant
les graves incidents que nous avons observés depuis 1 an, je dirais. Il y a eu récemment mais c'est monté depuis 1 an. Donc, soyons clairs, je ne suis pas absolument certain aujourd'hui que MICA permette de traiter l'ensemble des problématiques qui sont apparues. Mais je dirais, il y a un moment, il faut avancer, il faut délivrer. Et au moins, MICA a le grand mérite d'avoir un cadre européen de l'Union. Ce ne sont plus des cadres nationaux, mais c'est un cadre européen. Et on sait que dans des sujets où tout se traite de façon digitale, les cadres nationaux ont des limites très fortes. Eh bien, c'est un cadre européen et c'est un cadre qui, quelque part, a un certain niveau d'exigence et qui permettra effectivement de progresser dans la supervision de ces entités. Sur la base de l'expérience qui sera acquise, on pourra progresser, mais il faut absolument avancer dans ce domaine. Vous savez que la loi française, elle, était en avance de phase, puisque en 2019, avec Pacte, on a créé un cadre pour les prestataires de services d'actifs numériques, en rendant obligatoire l'enregistrement et facultatif la licence. L'enregistrement, ça nous permet 2 choses. Ça permet de connaître qui fait les opérations et d'imposer, leur imposer d'appliquer les règles de la lutte anti-blanchiment. Mais ce n'est pas une supervision. Ce n'est pas une supervision. Et ma dernière intervention en tant que président de l'AMF, c'était en juillet, j'ai dit le temps de l'enregistrement est fini. Il faut passer à la réglementation beaucoup plus forte, qui est celle d'une licence qui est prévue par MICA. Mais MICA, c'est, sauf erreur de ma part, 2026. Et donc, il faut aller plus vite dans ce domaine, parce que c'est un domaine où il y a des risques pour tout le monde. Donc, voilà ma réponse sur ce sujet-là. Il y a un certain nombre de questions autour de la recherche qui ont été évoquées. La recherche comptable, elle existe, mais il faut la stimuler. Il faut la stimuler, et c'est le rôle de l'ANC. Et d'ailleurs, le fonds de concours que vous évoquiez tout à l'heure, une partie de ce fonds de concours est dédiée au financement de la recherche, et c'est extrêmement important. Et je crois qu'il faut être très proactif dans ce domaine-là. À une époque de ma carrière à la Banque de France, c'est un sujet dont je me suis occupé. Je veux dire, il faut mettre les gens autour de la table, les gens concernés qui font déjà des choses dans ce domaine-là en France, et voir avec eux comment on peut les aider à faire plus et mieux. Un conseil scientifique, c'est un des points qu'il faut absolument que l'on opérationnalise. J'évoquais tout à l'heure, et excusez-moi, mes réponses seront aujourd'hui, ce matin, prudentes dans beaucoup de domaines, parce que, quelque part, le projet de l'ANC pour les futures années, c'est un projet collectif du collège qui va être constitué. Et donc, je mettrai sur la table du collège un certain nombre de propositions dans ce domaine-là, mais à la fin, la décision, c'est la décision du collège. Mais là, clairement, il faut qu'on fasse plus dans ce domaine-là, et je crois que on aura bon accueil dans ce domaine-là. Ça renvoie aussi, question de recherche. En gros, aujourd'hui, on met une centaine de milliers d'euros dans des appels à projets. Est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce qu'il faut faire avec la même somme? Est-ce qu'il faut le mettre sur moins de projets pour avoir des projets plus ambitieux? Tout ça doit être évoqué. J'évoquais le conseil scientifique. Dans tous les organismes auxquels j'ai participé jusque-là, il y a des conseils scientifiques qui aident le collège à progresser dans ce domaine-là. Mais en effet,
il y a ce fonds de concours que vous avez évoqué, qui est un fonds de concours qui a été fondé par un accord de place et qui est, alors accord de place dont la manière dont il est mis en œuvre c'est pas une contrainte absolue. On voit quelques grands noms qui ne participent pas à cette contribution. Je vais aller les voir pour dire mais de quoi il se passe. Enfin bon, pas raisonnable. Nous avons besoin, et nous avons des besoins surtout parce que il nous faut renforcer le financement de l'EFRAG dans sa dimension durabilité, qui s'est rajoutée en fait à ce que nous faisions jusque-là. Et donc il faut remettre un petit peu à plat les équilibres de ces contributions qui, si on en restait à la situation d'aujourd'hui, eh bien, il y a un déficit entre les contributions et les dépenses que nous avons. Évidemment, un déficit, on ne peut pas bâtir l'avenir sur cette base-là. Et donc, je pense qu'il faut absolument rééquilibrer tout ça, y compris pour la recherche, qui est une dimension très, très, très importante. Un mot sur le problème des exceptions françaises, quelque part, ou européennes. La France est souvent une exception en Europe, et l'Europe est souvent une exception dans le monde. Et donc, trouver le bon équilibre pour avoir, et nos entreprises, nos investisseurs, nos épargnants ne sont pas locaux, ils sont mondiaux. Donc, trouver ce bon équilibre entre le respect la prise en compte de ces particularités françaises, le fait que dans l'Union européenne, les choses restent hétérogènes, et le fait que dans le monde, il y ait des perceptions. Regardons les débats qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis sur la durabilité et l'extra-financier. C'est extraordinairement violent, et on voit bien qu'ils ne seront pas alignés avec ce que nous souhaitons mettre en œuvre. Nous avons eu, je crois, dans ces domaines-là, en Europe, une capacité de conviction, et Patrick de Cambourg y a été pour beaucoup dans la mise en place de ces règles. Mais l'IFRS 17, on donne un exemple parce que la norme internationale disait, vous prenez les contrats d'assurance vie, vous les prenez par cohorte annuelle, c'est-à-dire vous prenez les contrats de l'année et puis vous allez les traiter comptablement année par cohorte annuelle par cohorte annuelle. Je vais faire ça. Et la base du système français, c'est la mutualisation de ces souscriptions, de ces engagements entre les différentes cohortes annuelles. Et donc, on était très, très, très orthogonal par rapport à ce que prévoyait la norme internationale. On a essayé, pendant l'élaboration de cette norme, de faire valoir les valeurs européennes, les valeurs françaises, et qui sont aussi dans d'autres pays, un petit peu Espagne et Italie, dans ce domaine-là. Et on a échoué au niveau international. Au niveau européen, où les pays étaient très, très partagés, parce que le carve-out, la mise en évidence de spécificités européennes en matière de comptabilité financière, c'est très délicat. C'est très délicat parce que, quelque part, le fondement de l'équilibre international dans ces normes, ça a été de dire il n'y a pas les États-Unis et l'IASB n'ont pas convergé. Il y a deux types de normes américaines et ces normes-là, mais les États-Unis ont dit si vous utilisez ces normes internationales IASB, eh bien, les émetteurs qui utilisent ces normes pourront ne pas utiliser les normes américaines lorsqu'ils se font coter aux États-Unis. Donc, c'est un grand allègement pour ces entreprises-là.
évidemment, plus on a des exceptions à ces normes internationales, plus les États-Unis seraient fondés à dire mais attendez, monnaie équivalence, ça ne va pas. Je vais la revoir. Donc, il faut être très, très prudent. Et il faut le faire sur des sujets extraordinairement importants. Il y en a 2 actuellement qui existent lorsqu'on a homologué les textes, les normes internationales, celle sur l'IFRS 17 que je viens de mentionner, et puis une autre sur la comptabilité bancaire de couverture des risques, dans lequel on accepte des couvertures macro en Europe, alors qu'au niveau international, c'est plus limité. Mais c'est extrêmement important. On a complètement changé de pied pour les normes extra-financières, pour la durabilité. Là, c'est le contraire. C'est le contraire. On dit non, écoutez, on ne va pas attendre les normes internationales. D'ailleurs, on ne sait pas qui les adoptera. Nous allons développer nos propres normes. Nous allons développer nos propres normes. Et donc là, on tient compte de toutes les spécificités de l'Union, avec une force de conviction française qui est assez forte dans ce domaine-là. Je ne sais pas si ça correspond à vos... Mais le combat, il est permanent. Il est permanent. Et c'est pour ça aussi que la recherche est quelque chose de très important pour pouvoir appuyer les convictions que nous avons, les appuyer ou pas, parce que la recherche, ce n'est pas des recherches commandées, mais néanmoins, c'est extraordinairement important. La profession des experts comptables, des commissaires aux comptes, subit des évolutions majeures au cours de ces dernières années. Il y a déjà eu la réforme qui n'a plus imposé, qui a limité le nombre des entreprises qui sont contraintes à faire certifier leurs comptes. C'est déjà une évolution majeure qui a eu lieu dans le cadre de la loi Pacte. Cela étant, on ne s'est fait que s'aligner avec la norme européenne. Et on a, à cette occasion-là, créé un cadre un petit peu spécifique pour les PME, qui est un cadre qui est optionnel. Il est extrêmement... J'évoquais le point des petites et moyennes entreprises pour qui le choc de l'extra-financier est majeur. Et donc, le dialogue que l'on peut avoir avec les experts comptables dans ce domaine-là est extraordinairement décisif. C'est parce que nous parlerons et nous aurons une force, parce que les experts comptables vont relayer les nouvelles obligations telles qu'on l'aura finalisées, que l'on pourra réussir cette transition. Sur les commissaires aux comptes, sur les commissaires aux comptes, le débat a été extrêmement intéressant au niveau européen, parce qu'au niveau européen, on a dit qu'est-ce que c'est que cette profession de commissaire aux comptes qui est trop concentrée. Et elle est trop concentrée, donc est-ce qu'il faut que l'assurance limitée puis raisonnable que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'elle puisse être donnée par ceux qui certifient les comptes financiers? Est-ce que si on accepte ça, est-ce que ça ne va pas renforcer la concentration du secteur? Donc le sujet est vraiment sous observation très, 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 très forte. Je veux dire, mais il faut pas. Donc il y a la possibilité que d'autres organismes puissent intervenir dans cette assurance de durabilité. Mais ne nous y trompons pas. Les deux aspects sont cohérents, ils ne sont pas distincts. Comment voulez-vous évaluer la valeur d'un actif corporel ou incorporel si vous n'avez pas une idée précise de ce qu'on appelle les actifs échoués, c'est-à-dire compte tenu d'un certain nombre compte tenu de votre plan, compte tenu de vos objectifs de durabilité, est-ce que les actifs que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'ils valent vraiment ce qu'ils valent?
Et donc la cohérence des deux est totalement nécessaire. Aujourd'hui, par exemple, le prix du carbone, le prix du carbone est quelque chose qui va modifier de façon très, très sensible les plans d'affaires et les valorisations comptables financières qui ont été à faire. Or, le prix du carbone, c'est beaucoup de choses. Ça peut être des taxes carbone, c'est le prix des allocations et sur le marché organisé des emission allowances. C'est aussi un marché libre où des gens s'échangent des crédits carbone. Tout ça, on le voit, est à la frontière entre la durabilité et les états financiers. Il est très important de pouvoir être cohérent entre les deux et d'avoir un dialogue extraordinairement productif, fructueux. Et donc, l'association de l'ANC avec les organes professionnels, d'une manière générale, est une des clés de la réussite pour la place qui a quand même beaucoup d'atouts dans ce domaine. Ne nous y trompons pas, parce que la France a pris de l'avance par rapport en Europe, par rapport à nos collègues d'États membres. Juste un exemple. L'an dernier, il y a eu un décret sur les gaz à effet de serre qui a intégré le niveau 3, le scope 3, dans les états de reporting. Ce sont des choses... La France est en avance dans ces domaines-là, et cela montre bien, je crois, monsieur le rapporteur général, le fait qu'on arrive à faire passer un certain nombre de priorités que nous avons, les partager avec nos collègues, d'abord en Europe et, si possible, au niveau international. Est-ce que Très bien. Mais merci beaucoup, Monsieur Hoffel, pour ces réponses et ces explications très, très précises. Je vais maintenant donner la parole aux orateurs des groupes pour 2 minutes de questions. Pour le groupe Renaissance, Monsieur Emmanuel Lacresse. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure, Monsieur le gouverneur honoraire. J'aurais 3 types de questions qui portent d'abord sur l'articulation des normes internationales, ensuite sur les normes et notamment les normes environnementales et enfin sur les pouvoirs de votre autorité. Sur les normes, l'articulation des normes internationales, vous avez rappelé que nous sommes dans une cascade qui part de l'IASB qui produit des normes internationales même si elles ne sont pas reprises par les États-Unis, traduites par les FRAG et enfin qui est une forme de niveau 2 comitologie. Ma question porte sur le point de savoir si ce système finalement assez jeune a fait ses preuves et si notamment son rythme de rapidité, de clarté vis-à-vis des entreprises est suffisant à votre avis. La deuxième question, c'est la reconnaissance mutuelle. Vous avez fait allusion à la situation des États-Unis. Ma question porterait sur un endroit connexe de celui de votre autorité, c'est-à-dire l'état du dialogue avec les États-Unis sur l'audition des auditeurs d'agences de notation, puisque depuis Parmalat, on avait quand même réussi à avoir des progrès notables avec les États-Unis sur le dialogue de régulation et de manière générale le regard que vous portez sur le dialogue avec les États-Unis sur ces sujets. La deuxième série de questions porte sur le plan comptable général, la manière dont il s'applique notamment aux PME. Cette commission serait intéressée de savoir, je suppose, la manière dont les débats sur les allègements d'obligations comptables, les seuils qui s'appliquent aux PME, le regard que vous posez sur cette question, puisque, évidemment, entre les PME et les auditeurs, le point de vue n'est pas exactement le même. La deuxième type de question porte sur la manière dont l'unification européenne des normes peut se faire. Vous avez rappelé que le cadre reste, par bien des aspects, très national, et notamment comment, dans le private equity, le fonctionnement de la société européenne, nous sommes capables d'avancer. Mais plus largement, la question que vous avez déjà largement abordée, qui est celle des progrès en matière de comptabilité environnementale et sociale. Peut-on développer de manière encore plus claire que les efforts que vous développez la notion de hors-bilan environnemental ou social tel que l'État a pu le développer par lui-même, notamment au travers de l'autorité la Compagnie nationale de réassurance. Et puis enfin, les pouvoirs de votre audition, votre expérience, votre autorité, le choix font que c'est une reconnaissance véritable pour
l'autorité des normes que le choix qui vous est proposé. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Pour le groupe Rassemblement national, Monsieur Jean-Philippe Tanguy. Oui, madame, merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure et Monsieur Ophel. Écoutez, je suis un peu embêté parce que je dois dire que vous l'avez réaffirmé à l'oral. Je trouve que notre pays et notre République a des comportements un peu étranges, à savoir de proposer à la direction de l'ANC une personnalité qui est absolument qualifiée pour tout ce qu'elle a fait dans sa carrière, mais qui pour ce poste-là est capable d'écrire, et vous l'avez réaffirmé à l'oral, que vous n'êtes pas un professionnel de la comptabilité. Alors, moi, je ne pense pas que il faille forcément un médecin pour diriger le ministère de la Santé ou un policier pour diriger le ministère de l'Intérieur, mais c'est quand même une pratique, étrange pour des domaines d'expertise. Or, je trouve que dans l'analyse, dans l'audition à laquelle nous avons assisté aujourd'hui, que j'ai suivie, j'étais en retard, je suis désolé, mais je l'ai suivie à distance, et dans les réponses que vous avez apportées, cette caractéristique a quand même un biais. C'est que, et c'est particulièrement vrai pour le problème des normes, de la fixation des normes, on a l'impression que vous avez quand même une analyse du rôle des normes comptables qui est un peu prisonnière d'elle-même, de la norme, de la logique normative pour la logique normative, et qui est quand même parfois très éloignée de l'économie réelle. Or, les normes comptables, la comptabilité en général, a quand même pour base le fait de rendre, de normaliser l'économie réelle, et donc quand même de partir de l'économie réelle, et d'être capable de résoudre, de réduire les tensions qu'il peut y avoir entre justement la normalisation nationale et internationale et la transcription de cette économie réelle. Donc j'aimerais quand même avoir votre analyse là-dessus. Comment vous, avec votre parcours, vous pouvez quand même contrebalancer, comment vous pensez contrebalancer votre manque d'expérience dans le privé, aussi bien dans les petites, moyennes entreprises que dans les grandes. Comment l'autorité de régulation que vous allez incarner ne va pas être prisonnière d'elle-même. Et si, et c'est ma dernière question, finalement on a tiré, et vous êtes capable de tirer les leçons quand même de la crise de 2008. Je rappelle que justement le fait que les normes comptables internationales étaient complètement hors sol et avaient une tendance procyclique a joué un rôle considérable dans la crise financière de 2008. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait tiré, aussi bien en France, en Europe qu'à l'international, les leçons de cette crise. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de crise économique depuis 2008 que le risque n'est pas sous-jacent. Et donc ma dernière question, c'est est-ce que, avec votre expérience, quelle analyse vous faites de la réforme des normes comptables qui est depuis 2008, ou est-ce qu'on est toujours dans un risque procyclique et des normes qui, au lieu d'éviter les crises, peuvent les nourrir, notamment par la valorisation des actifs? Merci beaucoup. Pour la France insoumise, Monsieur Michel Salat. Oui, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur Ophel, merci d'abord pour votre présentation. L'Agence des normes comptables est un organisme qui peut se mêler, entre autres choses, de la façon dont sont gérées toutes les opérations financières d'une entreprise, mais elle a surtout un pouvoir sur l'élaboration des normes comptables qui n'est pas sans importance. Ce sont ces normes qui régulent la publication d'informations sur les bénéfices et les impôts payés par les multinationales. C'est un pouvoir qui peut être mis au service de la lutte contre l'évasion fiscale, en cela qu'il a la capacité de forcer les entreprises et les individus à la transparence. Les récentes polémiques sur les chiffrages des recettes attendues d'une taxe sur les superprofits des pétroliers illustrent l'importance des normes comptables et l'impact politique de leur appréciation. En effet, selon la définition des bénéfices de l'entreprise, qui sera retenu dans les décrets d'application de la mesure du gouvernement, les recettes peuvent varier du tout au tout. Ainsi, alors que le gouvernement annonçait des recettes de 200 millions d'euros, l'Institut des politiques publiques tablait sur des prévisions de recettes de 7 milliards d'euros, soit 35 fois plus. Alors j'aurais deux questions. Vos ambitions et celles de l'ANC en général en termes de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale? Et quel est votre regard sur les définitions des bénéfices qui devraient être retenues pour l'application de la taxe sur les superprofits mise en œuvre par le gouvernement? Merci. Merci beaucoup. Pour le groupe Les Républicains, Émilie Bonivard. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur Ophel. J'ai deux questions. Alors tout d'abord, vous avez évoqué des normes extra-financières sur le climat. Vous en avez parlé pour fin mars 2023. Quels sont les éléments concrets dont l'ANC dispose à ce sujet? On aimerait y voir un peu plus clair.
Quel sera l'agenda probable de déclinaison auprès des entreprises de ces nouvelles normes? Et surtout, si les États-Unis refusent d'appliquer ces normes, si le reste du monde refuse d'appliquer ces normes, que se passe-t-il et quels sont les impacts et les contraintes pour nos entreprises? Voilà, une petite crainte par rapport à ce sujet de contraintes supplémentaires sur le monde économique que ne partageraient pas d'autres pays extra-Union européenne. Vous avez parlé d'examiner, Marina Ferrari y est revenue, en priorité certains secteurs. Pouvez-vous préciser quel secteur vous souhaitez examiner en priorité et les raisons pour lesquelles vous feriez ces choix? Merci beaucoup. Merci pour le groupe démocrate, Monsieur Luc Gesmar. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur. Le 22 novembre, l'EFRAC a remis à la Commission européenne un premier jeu de normes, 7.1. C'est les normes européennes d'information en matière de durabilité, ESRS, si je ne me trompe pas, posant les bases d'un langage standardisé commun pour traiter les questions de durabilité à travers l'Europe. Rappelons que le reporting de durabilité prévu par la directive, y compris afférente à la CSRD, s'imposera aux entreprises européennes à compter du 1er janvier 2024 pour les publications 2025, sur la base des normes de durabilité qui sont ces ESRS. Les ESRS, développés par l'EFRAC et adaptés par la Commission européenne, vont ainsi devenir le référentiel de préparation du reporting d'information de durabilité. À l'appui de ceci, quelles sont les interactions entre l'ANC et l'EFRAC, notamment sur le sujet de la durabilité? Comment imposer le référentiel international européen à l'international? Et ma deuxième question, quelle complémentarité faites-vous entre normes financières et de durabilité? Et j'en ai une troisième, par quels moyens sensibiliser le plus grand nombre de PME à la problématique d'une comptabilité durable? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste, Christine Pérez-Beaune. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur Ophel. Merci à vous pour cette présentation très détaillée des missions de l'ANC qui démontre finalement votre implication à ce poste avant même que nous nous prononcions sur votre nomination. Alors, vous avez fait votre carrière, vous l'avez dit, toute votre carrière dans le secteur public. Certains vous le reprochent. J'y vois plutôt, moi, un point positif, au regard des possibles conflits d'intérêts qui ne sont pas une vue de l'esprit. Si j'en crois par exemple le nombre très important de personnels ayant quitté l'autorité des marchés financiers pour le secteur privé en 2022, et je prendrai uniquement l'exemple parce que Madame la Présidente en a parlé, de Stéphanie Cabot-Suras qui participait à l'élaboration des nouvelles règles pour les acteurs des crypto-actifs et qui a rejoint une plateforme de crypto-monnaie. Ma première question concerne les normes comptables comme moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Avez-vous des propositions à faire pour mieux prendre en compte les coûts environnementaux avec de nouvelles normes? Une deuxième question relative à la spéculation boursière ou aux opérations court-termistes comme les rachats d'actions des entreprises. Comment mieux réguler ces phénomènes qui participent, selon moi, à réduire l'investissement privé? Une autre question, elle a été évoquée déjà, on a adopté le projet de loi DADU. L'article 8 concerne la transposition en droit français de la directive CSRD sur la transparence extra-financière des entreprises. Que pensez-vous de cette directive européenne? Va-t-elle, selon vous, assez loin ou au contraire, ne va-t-elle pas suffisamment loin? Et puis, peut-être une dernière remarque. Je me souviens des propos d'un professeur de compta qui imputait l'intégralité de la crise de 2008 aux normes IFRS.
Que pensez-vous de cette remarque? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon, Monsieur François Jolivet. Attendez, il y a un micro, s'il vous plaît. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, Monsieur Hoffel, 3 questions vous concernant. La première question, vous, répondant à notre rapporteur à son questionnaire écrit, vous écrivez que l'autorité que vous souhaitez diriger ne dispose que de 17 postes pourvus sur 21. Je souhaiterais vous demander ce que vous pensez de ce manque d'attractivité ou pourquoi ces postes ne sont pas pourvus. La deuxième question, c'est vous avez un régime de financement de contribution volontaire et vous pointez du doigt que des petites entreprises telles qu'Atos, Carrefour, Peugeot, Stellantis, Bolloré ne contribuent pas au financement de cette autorité. Je souhaiterais savoir quelles sont les orientations que vous souhaiteriez donner dans ce domaine-là et comment vous pouvez y remédier, et proposer peut-être au Parlement de légiférer sur le sujet, en tout cas de proposer au gouvernement qu'il en soit ainsi. Et enfin, vous avez dirigé une autre autorité, dans laquelle, donc l'autorité des marchés financiers, dans laquelle vous serez amené à siéger en tant que membre, en tant que futur dirigeant, ou peut-être dirigeant si, bien entendu, le Parlement est favorable à votre nomination en tant que dirigeant de l'ANC. Comment pensez-vous pouvoir siéger dans cette autorité alors que vous avez exercé les fonctions de président? Voilà. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste, Christine Arrigui. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur. En matière climatique, une bonne partie des économistes et des scientifiques parlent depuis 30 ans 2 langues différentes. C'est ainsi qu'un prix Nobel d'économie récompense un modèle qui fixe le réchauffement climatique idéal à 3 degrés, alors même que les climatologues nous avertissent depuis des décennies, et le GIEC également, qu'au-delà de 2 degrés, la Terre deviendrait largement inhumaine. Pourtant, le président de la République semble surpris par cette crise climatique. Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? S'interroge-t-il le 31 décembre dernier? Alors, des propos tenus de la part du président de la République, certainement. Des propos tenus dans votre intervention, je peine à savoir si vous considérez, en ce qui vous concerne, que la rationalité économique ne peut plus se résumer à une simple optimisation d'un coût monétaire et que la comptabilité peut contribuer à l'urgence et nécessaire transition écologique. Alors, 2 questions. Au-delà des enjeux de compétitivité, que pensez-vous des modèles de comptabilité écologique qui prennent en compte le capital naturel et le capital humain? Et l'autorité pour la présidence de laquelle vous nous auditionnez donne un avis sur toute disposition législative contenant des mesures de nature comptable applicables aux personnes soumises à l'obligation d'établir des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée. Et à ce titre, que pensez-vous d'une mesure législative obligeant les multinationales à intégrer la dette écologique dans leur bilan, et en particulier celles qui ne participent pas au financement de votre autorité? Merci beaucoup. Il n'y a personne pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Donc pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoires, Charles de Courson. Attendez, je crois qu'il y a un petit problème de micro, Christine Arrigui, s'il vous plaît. Merci. C'est bon pour vous, Charles de Courson. Merci, Madame la Présidente. Alors, quelques petites questions. Première question, si vous êtes élu à la tête de l'ANC, vous l'avez mis dans votre réponse au questionnaire, comment vous pouvez faire tourner cette maison avec 17 personnes? Bon. Et notamment, sur vos 4 missions, il y a la mission recherche. Mission recherche, j'aimerais bien savoir ce qu'a fait l'ANC en matière de recherche, parce qu'avec 100 000 euros, hein, avec les frais, grosso modo, c'est une personne, donc on ne peut rien faire. Et la recherche en matière de comptabilité est un point essentiel quand on voit ce que mettent les Américains sur la recherche en la matière. Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que l'ANC reste un service, en fait, de la Banque de France? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'autonomiser? Deuxième question,
sur une deuxième fonction de l'ANC, c'est de donner des avis sur toute disposition législative ou réglementaire contenant des mesures de nature comptable. Et ces dispositions, c'est très très rare que vous en rendiez, mais est-ce qu'elles sont publiques? Et si vous êtes nommé à cette fonction, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait les rendre publiques? Troisième question, concernant l'éventuelle fusion entre le CNCC et le CSOEC. Quelle est votre position sur cette question? Merci beaucoup pour l'ensemble de ces questions. Donc, Monsieur Ophel, je vais vous donner la parole pour y répondre, étant entendu que nous soumettrons au vote vers 10h45, puisque nous avons une commission qui suit à 11h. Merci Madame la Présidente et merci pour toutes ces questions. Je ne vais pas y répondre à toutes. Je suis confus parce que elles sont extrêmement nombreuses et pourraient chacune d'entre elles nous amener extrêmement loin. Je voudrais quand même dire un certain nombre de choses qui répondront. Premièrement, je crois l'avoir dit, la comptabilité doit traduire la réalité économique de l'activité. C'est sa fonction. C'est sa fonction. C'est déjà pas simple, mais c'est sa fonction. Donc après, de base, après la coordination avec l'approche fiscale, parce que c'est sur la base des comptes sociaux que, et du résultat, vous l'avez dit, du bénéfice social, que quelque part le calcul d'un impôt se fait est absolument crucial, absolument crucial. Et donc il y a là une coordination à avoir, un débat à avoir pour. Il y a à peu près, je crois, environ 190 différences aujourd'hui entre l'approche fiscale et l'approche purement comptable. Il faut regarder de près ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Améliorer la situation, mais chacun a sa responsabilité. Chacun a sa responsabilité. La responsabilité comptable, c'est de traduire la réalité économique. La réalité économique, vous l'avez dit, certains, elle va parfois très au-delà de purs aspects financiers. La dette écologique, la dette sur un certain nombre de domaines, la dette sociale, sont des choses qui doivent être prises en compte quelque part. Mais fondamentalement, parce que ça fait partie de la réalité économique. Mais après, l'approche fiscale, elle est différente. Alors, un des problèmes qui est très clair, c'est que ce taux de fiscalisation minimum, quelque part, la complexité, c'est qu'à chaque fois, dans tous les pays, les approches fiscales ne sont pas du tout homogènes. Personne ne calcule ses impôts sur la base des comptes IFRS, des normes internationales. Chacun a sa propre approche nationale. Et donc, c'est extraordinairement délicat de se repérer, même, je dirais, dans cet univers-là. Mais pour l'autorité des normes comptables, la boussole, elle doit être quelle est la réalité économique. Et la réalité économique, elle est différente pour une petite entreprise et pour une très grande entreprise. Et parfois, elle est différente en France et dans d'autres pays de l'Union ou internationale. Et donc, cet équilibre, cette recherche-là, c'est elle qui doit nous guider. Alors, vous avez évoqué les discussions avec les Américains et le fait que les normes comptables sont, dans un certain nombre de cas, comme d'ailleurs des réglementations, parfois, elles sont procycliques. Et procycliques, et de fait, évidemment, provisionner quand ça va mal, c'est par construction un peu procyclique. C'est d'ailleurs pour cela que le président de l'autorité des normes comptables est membre du Haut Conseil de stabilité financière en France, parce que précisément, cette dimension-là, on doit la prendre en compte dans nos analyses, et la voix de l'autorité des normes comptables est importante dans cette direction-là.
je dois dire que pour les États-Unis, vous avez évoqué, donc on attend en effet, et je vais attendre fin mars si vous voulez, on en reparlera lorsque l'ISSB aura finalisé ses normes climat. Fondamentalement, l'approche qui est retenue, c'est de dire les normes internationales ISSB, c'est la base. C'est la base sur laquelle certains rajoutent des choses parce qu'ils sont plus avancés dans ce domaine. C'est ce que nous avons fait en avance de phase. Et ce que l'on essaye de vérifier, c'est que c'est bien la base. C'est-à-dire que si on respecte les normes européennes, on respecte automatiquement les normes ISSB qui vont venir sur le climat. On en fait plus, donc automatiquement. Et parce que c'est une baseline, parce que c'est la base, on a l'espoir que beaucoup de pays pourraient y adhérer parce que précisément, ça ferait un socle commun sur lequel on rajouterait. Donc c'est ça l'ambition. On va savoir assez vite si ça peut se confirmer ainsi. On a évoqué la recherche de beaucoup d'endroits. En fait, c'est pas l'ANC qui fait de la recherche. L'ANC doit stimuler la recherche et faire levier sur les capacités de recherche de la place. Je reconnais que les 100 000 euros qui sont habituels sont peut-être un peu justes. C'est pour ça que j'évoquais la question de voir comment nous pouvons soit en faire le meilleur usage, soit faire plus. Certains ont évoqué ma position d'ancien président. Comment est-ce qu'un ancien président alors il faut être clair, peut siéger au collège de l'AMF. Je crois que c'est une question de comportement, vous savez, ce genre de choses. Si vous confirmez si vous acceptez ma nomination, je ne participerai pas au collège de l'AMF en tant que personnalité qualifiée, ancien président de l'AMF. J'y participerai en tant qu'autorité des normes comptables qui a son mot à dire. Et je peux vous assurer que la collaboration entre ces deux autorités est très très importante parce que l'AMF est leader quelque part pour les grandes entreprises cotées, mais on l'a vu, l'ANC, c'est la voix de la France au niveau européen et international dans ces domaines-là, et le périmètre qu'elle couvre va très au-delà des très grandes entreprises cotées. Et donc, il est très important que cette voix puisse être prise en compte, et je m'attacherai bien entendu à rester dans la position de président de l'autorité des normes comptables et pas du tout d'aller sur un terrain qui n'est plus le mien, même si je pense comprendre un certain nombre d'enjeux qui sont là. Je ne suis pas sûr que les commissaires aux comptes et les experts comptables ça soit exactement les mêmes démarches. Leur fusion éventuelle, je dirais, c'est leur affaire. Je ne crois pas que cela reflète exactement les mêmes missions et les mêmes engagements. Et quant à l'ANC, pardonnez-moi, mais elle n'est pas du tout sous l'autorité de la Banque de France. Pas du tout. Ce n'est pas une autorité, ce n'est pas une AI, ce n'est pas une API, c'est que seul le collège est indépendant et son président avec un mandat précis. Les moyens, les services, ce sont des services du ministère de l'économie et des finances. Je n'ai pas d'idée forte là-dessus, mais il faut savoir quelque part que l'autorité des normes comptables n'est pas un superviseur. Ce n'est pas quelqu'un qui sanctionne. Donc, ça n'appelle pas les mêmes types d'organisation qu'une autorité comme l'AMF ou voire la CPR. C'est une autorité qui analyse et qui fixe des règles et des normes, et qui, pour ce faire, doit être à l'écoute de toutes les parties prenantes, qui vont des petites entreprises aux très grandes entreprises, des réviseurs de comptes, des investisseurs, de quelles informations ils ont besoin,
la société civile, quelles sont les informations dont elle a besoin, quelles sont les informations dont vous avez besoin ici au Parlement, et d'essayer d'aligner tout cela. Madame la Présidente, si vous m'autorisez, je vais m'arrêter là parce que je crois que le Sénat m'appelle. Je suis désolé de ne pas avoir répondu à toutes les questions. Si j'étais confirmé, bien entendu, toute interaction avec cette commission ou bilatérale serait la bienvenue, bien entendu. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ophel, pour ces éléments. Effectivement, nous regrettons de ne pas avoir le temps voulu, mais juste pendant que je vous raccompagne, j'invite mes collègues, seuls membres de la Commission des finances, à rester dans la salle afin que nous puissions procéder au vote juste à l'issue. Je vous remercie.